Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes locales et régionales de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. 38 000 panneaux installés sur 20 hectares, la plus importante ferme solaire de Bretagne entrera en service à la rentrée. Elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 5 000 foyers. Visite guidée dans un instant avec TVR, la chaîne de Rennes en début de journal. Elle nous informe même en plein mois d'août, la PQR, presse quotidienne régionale, ne cesse de se réinventer, notamment pendant les vacances, vous le verrez. Nous en parlerons avec notre invité Guilhem Ricavi, le directeur des rédactions du journal La Provence. Et puis en fin de journal, vous découvrirez un jardin unique en son genre, le jardin extraordinaire de Brest. Fleurs et arbres du monde entier poussent sur les terres de la Bretagne. Elle est inépuisable, l'énergie solaire se développe partout en France. Près de Rennes, une ferme solaire est en cours de finalisation. Dès la rentrée prochaine, 38 000 panneaux solaires fonctionneront pour fournir les besoins en électricité de 5 000 foyers. Les coulisses de la plus grande ferme solaire de Bretagne, un reportage de la rédaction locale de TVR à Rennes. Nous vous parlions ces dernières semaines de la ferme solaire installée sur l'ancien carreau de la mine de Pompéan. Une visite sur site vient d'être organisée en présence des élus de Rennes Métropole, de Bru et de Pompéan, puisque le terrain de 20 hectares est à cheval sur les deux communes. 38 000 panneaux installés pour une puissance de 15 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 5 000 foyers. Un site idéal, exposé plein sud, sur un terrain inexploitable pour la construction ou l'agriculture, et surtout un atout, il est au cœur de la métropole. On vient produire de l'énergie pour qu'elle soit consommée. Donc elle va être consommée localement sur l'agglomération rennaise, mais aussi techniquement, on a tous les réseaux de l'agglomération qui nous permettent de nous raccorder très facilement et de raccorder beaucoup de puissance électrique. Et c'est vraiment là l'enjeu d'un projet solaire, c'est le raccordement au réseau. Et c'est le bon dimensionnement électrique. Généralement, les grosses centrales sont isolées en milieu rural. Là, on est très proche d'un centre urbain et c'est intéressant. La ferme solaire sera mise en service en septembre. Il reste quelques panneaux à monter puis à raccorder au réseau. Le financement participatif auquel étaient invités les habitants a été un succès. 1 million d'euros levés en l'espace de 3 semaines. Manger bio, local et réduire ses déchets, la tâche paraît compliquée a priori. Elle l'est de moins en moins en réalité. Les épiceries locales se multiplient un peu partout sur tout le territoire. Dans l'Oise, vous allez le voir, deux amis, Julie et Julie, se sont associés pour ouvrir leur boutique avec des produits locaux et écologiques. Leur projet a mûri pendant le confinement. Un sujet de Michael Joly pour Via 95 dans l'Oise. Des confitures produites dans les Yvelines, des légumes valdoisiens, des bières du Vexin et du pastis parisien. Nous sommes à Éragny-sur-Oise, dans l'épicerie des Julie. Ici, on trouve exclusivement des produits locaux, du vrac et du bio, une première sur l'agglomération Cergy-Pontaine. Derrière cette boutique ouverte en octobre 2020, Julie Ventour et Julie Poinsignon. L'idée, en fait, c'était de pouvoir faire ses courses dans un seul magasin, de ne pas avoir à courir dans 36 magasins et de devoir... parce que voilà, ça prend du temps, encore une fois, le zéro déchet prend du temps et on voulait épargner en fait ce temps-là aux femmes qui font les courses. Et donc pour ça qu'on n'est pas que sur du vrac et qu'on est une épicerie avec vocation zéro déchet, mais pas que. Zéro déchet, car ici les clients utilisent leurs propres contenants ou ceux fournis par la boutique pour réduire les emballages. Amis et voisines, l'idée de cette épicerie est venue aux Julie durant la période de confinement imposée par la crise de la Covid-19. On a confiné nos deux familles ensemble, donc ces deux enfants, mes deux enfants et nos conjoints respectifs. On a eu du mal à s'approvisionner pendant le confinement. Moi, j'avais déjà cette idée d'épicerie vrac qui me trottait dans la tête depuis quelques mois. Un jour, j'en avais déjà parlé à Julie et un jour, je lui dis vraiment, là, si on avait une épicerie vrac en bas de chez nous, ce serait parfait, on n'aurait pas de problème pour s'approvisionner. Et elle m'a dit, allez, on y va. Une reconversion professionnelle pour cette secrétaire médicale et sa voisine, chef de projet dans un grand groupe. Ensemble, elles cherchent un local, contractent un emprunt et lancent une cagnotte sur Internet. Un succès avec plus de 10 000 euros collectés. Résultat, presque 6 mois plus tard, cette épicerie est pour les clients
le besoin était là. Dans le coin, déjà, il n'y avait pas ce genre de service-là, ou alors il fallait vraiment aller sur d'autres centres commerciaux. Là, quand on habite dans le village, déjà, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas grand-chose aux alentours. En fait, depuis que j'ai eu Livia, qui a 5 ans, j'ai un peu changé tout mon mode de consommation et je fais plutôt du local surtout. Je préconise surtout ça, le local, et j'ai trouvé ça génial. Au total, la boutique propose 1500 références de produits et les Julie prévoient encore d'augmenter leur offre. Elles espèrent trouver un approvisionnement en fruits bio et locaux. La vie culturelle reprend peu à peu ses droits en France, heureusement. Sur la Côte d'Azur, la petite ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat inaugure une exposition d'art contemporain. Art Riviera Tour, c'est son nom, qui réunit 30 artistes minutieusement sélectionnés. De la peinture, de la sculpture, de l'art numérique, du design aussi. Des artistes aux univers très différents, mais toujours très talentueux, comme vous allez le voir. Le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dietrich, nous parle de l'impact de la période Covid sur la culture dans sa commune. Le Covid nous a quand même ralenti beaucoup, et je dirais même annulé toute activité artistique. Et c'est vrai que c'est la seconde activité artistique, le second événement culturel que nous proposons aujourd'hui, avec la semaine dernière une très belle exposition dadaïste. Et puis on enchaîne aujourd'hui sur une exposition d'art contemporain qui réunit un certain nombre de talents. Aujourd'hui, on marie d'autres arts, avec de la sculpture également, du mobilier, et qui va donner une dimension tout à fait intéressante, je veux dire, à cet événement et à cette exposition. C'est une première collection que j'expose. Donc oui, Saint-Jean-Cap-Ferrat était pour moi une des meilleures occasions. Moi, j'adore l'acier inoxydable. C'est un matériau très résistant, puis très pur, il ne rouille pas, puis il brille très fort. On peut le travailler et on a tout de suite des effets de micro-miroir. Brosser l'acier, et puis après, je ne pouvais pas m'empêcher d'y rajouter quelque chose, le feu. Il faut qu'une sculpture vive. Elle doit vous donner ce plaisir en la regardant, pas seulement parce que c'est un beau dessin, mais parce qu'on lui projette une lumière, elle la reflète, et là, on a quelque chose qui vit. Les Jeux Olympiques de Tokyo, à peine terminés, place désormais aux Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre prochain. 2 semaines de compétition et d'efforts pour les meilleurs sportifs mondiaux en situation de handicap. L'occasion aussi de s'intéresser à une pratique méconnue, mais qui se développe, le rugby fauteuil. Un sport qui demande force, précision, mais aussi endurance. À Limoges, le rugby fauteuil est déjà bien ancré. Un reportage de Benjamin Delmas de 7 à Limoges, la chaîne locale sur place. Ce sport, c'est le rugby fauteuil, mélange de hockey, football américain, de volley, de basket, avec un esprit évidemment rugby. Il est pratiqué par des personnes handicapées moteurs atteintes des 4 membres en fauteuil roulant. Inventé au Canada en 1976, il oppose 2 équipes de 4 joueurs sur un plancher de terrain de basket. La spécificité, ça va être le handicap déjà qui va toucher les tétraplégiques ou toute personne assimilée tétra. Donc c'est le seul sport collectif qu'on va trouver pour ce genre d'handicap. Et c'est un jeu de contact assez impressionnant, donc ouais, c'est pas mal. Ici, pas de ballon ovale. On utilise un ballon de volley plus facile à manier. Chaque joueur est classé en fonction de son invalidité. Les plus habiles jouent en attaque, les autres en défense. Alors du coup moi je faisais du rugby en valide avant mon accident, et c'est tout naturellement un sport où on retrouve un petit peu l'esprit d'équipe, le combat, la combativité. Donc voilà, c'est très intéressant comme sport, j'adore ça. Au sein de l'effectif de la section rugby fauteuil de l'USAD Limoges figure Jean-François Duquet, médaillé d'argent paralympique individuel de Londres en tennis de table, a rangé les raquettes pour se consacrer au rugby fauteuil. Je suis un ancien rugbyman, donc de retrouver ses valeurs, même si le ballon est rond et qu'on a le droit de faire des passes en avant, mais voilà, il y a toujours cette entraide dans l'équipe. On est 4 sur le terrain, mais on est 7 ou 8 dans l'équipe, plus les coachs, plus les mécanos, on a une super équipe. Les fauteuils sont carénés. Ceux des défenseurs ont des grilles, ils sont conçus pour bloquer le fauteuil de l'adversaire. Le fauteuil de l'attaquant est profilé pour marquer. Ce sport est une discipline paralympique depuis les Jeux de Sydney 2000. Aujourd'hui, il compte plus de 260 licenciés en France et 16 clubs affiliés. C'est un jeu de position, donc on va avoir des joueurs qui vont pouvoir faire des blocs, protéger un joueur qui va être un peu handicapé pour monter le ballon. Et lui, en fait, il va utiliser les plus petits points, ce qu'on appelle les joueurs les plus handicapés, avec leur grille, qui vont bloquer les autres joueurs et slalomer pour pouvoir aller marquer le but. La section rugby fauteuil de l'USAD Limoges a déjà les yeux rivés sur la saison prochaine. Elle recrute d'ailleurs de nouveaux joueurs. Ils sont au cœur de l'actualité de ce mois d'août, les pompiers.
éteindre les incendies, nous secourir quand nous sommes en danger. Leurs missions sont évidemment importantes pour nous tous et pour la sécurité publique. Et pour devenir pompier, eh bien, la formation est longue et compliquée. La rédaction de Via Occitanie a suivi le parcours d'un jeune sapeur-pompier. Romane, elle a 15 ans et elle a une vie d'adolescente presque comme les autres, mais dans le feu de l'action. Regardez. Le vendredi, elle termine le lycée à midi. À 14h, elle s'enferme dans sa chambre pour faire ses devoirs. À 15 ans, Romane a tout d'une jeune fille de son âge, sauf peut-être cette paire de Rangers noirs qui traîne dans sa chambre. Des chaussures militaires qui font partie de tout un équipement. Ça, c'est ma casquette que je mets pour les cérémonies. J'ai mes gants pour les manœuvres. Et j'ai mon ceinturon qui me sert pour accrocher mes gants. Romane est jeune sapeur-pompier volontaire. Depuis l'âge de 13 ans, une fois par semaine, elle apprend les gestes qui viennent à bout d'un feu et ceux qui sauvent. Au fond de soi, c'est se sentir important, on va dire ça comme ça, dans la population parce qu'on aide beaucoup de monde. Et se surpasser. Raccordez, ouvrez! Ce samedi matin, à l'école des JSP de Lunel, une voiture a pris feu. Un cas fictif qu'il va falloir maîtriser. C'est ce que je veux voir. D'accord? Ça, c'est une bonne position. On se relève et on progresse. Avec Romane, ils sont une quinzaine à passer l'exercice. Objectif, savoir manipuler les tuyaux tout en se synchronisant avec son binôme. Ce qui me plaît, c'est qu'on est tout le temps dans l'effort physique. Et moi, j'aime bien ça. On est toujours poussé par nos enseignants. Et on a un bel esprit collectif et c'est ça que j'aime bien chez eux. Cet exercice est un test pour permettre au JSP de passer ou non en 3e année. Ça s'est bien passé pour moi en tant que chef. Mais après, avec mon équipier, il a eu quelques lacunes. Donc ça nous a un peu pénalisé. Mais c'est pas grave, je vais passer avec Marwan normalement. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. L'école de Lunel a été créée en 2018 et l'un de ses auteurs, c'est Steve. Ça peut être compliqué pour eux parce que ils sont jeunes, mais justement on est là pour faire en sorte d'arriver à pallier à ce stress. On prend aussi le risque du danger et quelqu'un qui n'est pas stressé, qui va très confiant, bien souvent c'est là où vont arriver les accidents et donc on est là pour les mener presque un peu à la faute pour éviter justement qu'ils les fassent. Quand il y a de la pression dans l'eau, comme c'est alu sur alu, l'alu sur l'alu, ça glisse pas, d'accord? C'est ça qui nous embête. Donc, essayez, au lieu de forcer comme ça, essayez de branler un petit peu et ça viendra tout seul, d'accord? Parce que vous n'avez pas encore beaucoup de force. Hein? À l'issue de cette formation de 4 ans, ces jeunes recevront le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Ils pourront ainsi intégrer le corps des sapeurs-pompiers volontaires de Lunel dès l'âge de 18 ans ou passer peut-être le concours pour devenir pompier professionnel. Eux aussi font preuve de courage. Les journalistes de la presse quotidienne régionale, la PQR comme on l'appelle, ne s'arrêtent jamais pour vous informer, même pendant les grandes vacances. Ils profitent d'ailleurs de la période pour vous distiller quelques conseils et informations touristiques. C'est le cas notamment du journal La Provence, dont nous sommes partenaires ici dans le Grand JT des Territoires. Nous sommes d'ailleurs en duplex avec le directeur des rédactions du journal du Sud-Est, Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem. Votre journal prévoit-il des pages ou des cahiers spéciaux pour cet été? Car j'ai remarqué sur votre site internet une rubrique dédiée qui s'appelle « C'est l'été ». Oui, en effet, cette année encore, on a décidé d'habiller la Provence pour la période estivale pendant 2 mois avec des habits d'été, comprenaient des rubriques spécifiques liées à cette saison, des loisirs, des idées sorties, beaucoup de culture parce qu'il y a de très nombreux rendez-vous en la matière dans la région et puis tout ce qui donne envie aux gens d'aller à l'extérieur. Chaque jour, on propose une terrasse, un café, un restaurant, un glacier à découvrir et puis on se veut aussi très pédagogue avec les vacanciers qui sont chez nous. On s'intéresse au parler d'ici, du Sud, le parler marseillais notamment, avec la chronique d'un linguiste, Médéric Gasquet-Cyrus, qui nous donne les expressions qui peuvent faire sourire lorsqu'on n'est pas de la région. Comment le journal et les journalistes traitent-ils de l'information en période estivale? Est-ce que vous privilégiez des actualités plus légères, par exemple, qu'à l'accoutumée?
Alors effectivement, c'est une bonne question parce qu'à la fois, on traite l'actualité telle qu'elle se présente et on ne la choisit pas. Mais à côté de ça, eh bien, on essaye de profiter de l'été pour un peu souffler, couper et on propose des thématiques plus légères, des magazines, des reportages et notamment pour redécouvrir les richesses, les pépites de notre si belle région. Cette période estivale, c'est aussi l'occasion de toucher un autre public au fond ? Alors c'est sûr que la Provence a ses lecteurs fidèles, habituels, qui nous lisent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver l'information sportive notamment. Mais c'est également une carte postale importante pour les vacanciers qui attendent de la Provence qu'elle propose des idées de sortie quand on n'est pas de la région. On vient passer une semaine, que ce soit à Avignon, à Arles, dans les Alpes d'Haute-Provence ou à la limite du Var. Et là, les vacanciers ont besoin de la Provence pour savoir quoi faire, que faire et quoi découvrir pendant leur séjour. Guilhem Ricavi, des nouveautés sont-elles à prévoir pour la rentrée dans la Provence et ses éditions locales par exemple ? Alors il y a toujours beaucoup de nouveautés dans un journal, c'est quelque chose de vivant un journal, et que ce soit sur laprovence.com, notre site internet, ou dans nos éditions papier, oui, il y aura des nouveautés. On est en train de réfléchir d'ailleurs à ce que doit être le journal de demain, comprenez, celui qui sera le plus en phase avec les attentes de nos lecteurs, du papier et puis de notre site internet. Merci Guilhem Ricavi d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Évidemment, pour le reste de l'été, on retrouve la Provence sur Internet et bien sûr dans tous les kiosques de la région où elle est diffusée. Ouvrons à présent dans ce Grand JT des Territoires une page histoire et tourisme. Au Mans, l'Office de tourisme local organise cet été des visites guidées, pour le moins originales, vous allez le voir, du centre historique. Un parcours permet notamment de retracer l'histoire des maisons closes de la ville. Les traces de ce passé sont encore nombreuses dans les ruelles et sur les bâtiments. Découverte avec Hélène Galliana pour Via LMTV Sarthe sur place. Pour vous plonger dans l'histoire, imaginez-vous à la fin du 19e siècle. Le Vieux Mans n'est alors qu'un endroit pas très chaleureux, très pauvre et délabré. Mais il y avait surtout des rues entières de maisons closes. Alors là, on est dans les pans de Goron. Les pans de Goron, c'est en contrebas de la cathédrale, de l'évêché, et c'est un lieu où il y avait énormément de maisons closes. Au numéro 1, au numéro 4, au numéro 7. Normalement, elles devaient être repérables, impénétrables par les yeux, non ouvertes, sauf pour faire le ménage, c'est écrit dans les règlements. Et la tenancière, qui est donc toujours une femme, doit avoir fait une demande d'inscription pour cette maison. Et les femmes qui sont avec elle doivent être normalement encartées, c'est-à-dire avoir une carte professionnelle. En 1889, on dénombrait environ 150 prostituées déclarées. Officieusement, il y en avait 2/3 de plus. Alors ici, on arrive devant le 3 de la rue de la Verrerie, qui était l'établissement sanitaire. Alors, ça paraît incroyable, mais cette maison, qui est aujourd'hui une maison privée, était donc l'hôpital ou on dirait la maison réservée aux visites médicales. Les maisons ont fermé au Mans en 1946, après la loi Marthe Richard, ancienne femme de joie qui a milité pour leur fermeture. Il reste aujourd'hui de nombreux vestiges et la ville du Mans propose régulièrement des visites pour apprendre à percer leur mystère. Et de l'histoire, il en sera évidemment question dans le prochain film du réalisateur martiniquais Patrick Beaucelin. La couleur de l'esclavage, c'est le nom de ce film documentaire qui doit sortir à la fin de l'année. Pour le moment, l'heure est encore au tournage et à la préparation des costumes, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires sur place, via ATV. Dans ce film, Patrick Beaucelin racontera notamment le quotidien des esclaves qui travaillaient sans relâche dans les champs de canne à sucre. Écoutez-le à ce propos au micro de Loïc Régis sur place. Il ne s'agit pas de prendre aucune position ni quoi que ce soit, je ne suis pas historien, j'essaie de faire comme j'ai fait à travers les autres films que j'ai déjà réalisés, de raconter tout simplement notre patrimoine, notre culture, notre histoire en ce qui concerne ce film, au plus près de la réalité, de ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Donc j'essaie d'aller au plus profond et comme dans tous mes films, je vais quand même loin. Il y a des choses qu'on va apprendre encore une fois. Là, il s'agit de faire les scènes d'ensemble où la coupe de la canne a commencé. Il faut qu'on ait de belles images de la Martinique en même temps qu'on raconte cette histoire. Et donc, il faut beaucoup de monde, puisque dans les plantations, à l'époque, il y avait des centaines d'esclaves. On referme cette page consacrée à l'histoire de nos territoires en Corse, avec le passé de l'île Rousse, située tout au nord de l'île de Beauté.
Ce territoire, reconnaissable à la couleur de ses granits roux, est constitué de 8 îlots. Ils sont reliés depuis peu au port de commerce et connaissent un essor touristique très important. Les précisions historiques recueillies par Via Tele Paese. Stéphane Bergola, auteur du livre L'Insula, l'île rousse. Sur la gauche ici, donc, vous avez Rocciu. Ici sur la droite, vous avez Rucetto qui est plus petit. L'île qui est derrière nous, où il y a le phare, c'est l'Isola Grande, l'île de la Pietra. Ici, on se trouve donc à l'intérieur des îlots. On est dans l'anse de Fontanaccia. Alors Fontanaccia, pourquoi? Parce que juste ici, sur la gauche, on a une petite fontaine qui date de l'époque génoise. Donc c'est 17e, 16e, 17e siècle. Et ici, cette anse naturelle qui a été le premier port de l'île Rousse. Ici, à l'époque préhistorique, c'était le port. Bien sûr, le point culminant de l'île de la Pietra, c'est le phare. C'est là où il y avait le phare. Mais avant, il y avait un poste de tir. C'est-à-dire qu'à l'époque des Génois, c'est le 16e siècle, c'est le 17e siècle, il y avait un poste de tir à la place du phare. Alors l'utilité de la tour génoise, c'était tout simplement de défendre ici le petit port qui est naturel. Donc il fallait à tout prix éviter que les bateaux viennent ici, que les hommes débarquent et qu'ils aillent dans la ville, piller, dérober des choses. Et il fallait à tout prix que les Génois empêchent cela. Dans les Vosges, le festival Nature Image se poursuit cet été. C'est la 14e édition. Comme celle de l'an passé, elle s'est adaptée évidemment à la Covid-19. Les expositions se tiennent en extérieur, elles sont gratuites. Parmi elles, celle de la nature à l'œil, une exposition de photos géantes d'animaux sauvages. Les détails de Thierry Lasson et de Nicolas Brédard pour Vosges Télévisions. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Cette morale de La Fontaine résume assez bien les deux qualités essentielles pour réussir un bon cliché, de ceux qu'on peut apprécier depuis ce week-end et jusque fin septembre en accès libre et gratuitement sur les façades extérieures de Tignécourt, près de Montureau-sur-Saône. L'association Nature Image y propose cette exposition de 80 photos. On a été l'année dernière, la mort dans l'âme, obligé d'annuler notre festival. On a rebondi sur un projet d'expo extérieur qui a connu une grosse fréquentation. Et cette année, on a presque doublé le nombre d'images. Avant l'épidémie, l'événement recevait tout de même près de 3500 visiteurs. Autre temps, autre façon de procéder. Parmi les exposants, Teddy Bracard, chargé d'études environnementales à Pompée en Meurthe-et-Moselle. Ce photographe de 26 ans est plusieurs fois primé, notamment pour ses photos de grands mammifères, est tombé dedans très jeune. Donc au début c'était aller dans la nature, observer les oiseaux, comment construire des cabanes, voilà. Comme tous les gosses. Comme tous les gosses, ouais, finalement. Une passion qui ne cessera de grandir, mais du loup, de l'ours ou du lynx, qui se prête le moins à la photo. Le plus dur il est là, le plus dur c'est le lynx, un mythe de la forêt, un fantôme. C'est un animal sur lequel on va passer des heures et des heures, des jours, des mois, des années, à pister, à traquer, avant de pouvoir le rencontrer. Après avoir été braconné, le lynx avait disparu de nos forêts, mais depuis 2020, de 3 à 5 individus ont été recensés dans le massif remontant du Jura franco-suisse ou issu de Lâché en Rhénanie-Palatinat en Allemagne. L'un de ces animaux a d'ailleurs été abattu dans le Haut-Rhin. Tirer une espèce protégée, c'est faire preuve d'un manque d'intelligence, tout simplement. Après Lorraine par nature, Teddy Bracard dédicaçait ce week-end son deuxième ouvrage paru à 1000 exemplaires en auto-édition et intitulé « Sauvage par nature ». Quant au village de Tignécourt, il sera les 14 et 15 août prochains le théâtre d'un festival plein air organisé par Nature Image. Voilà, et que diriez-vous d'un tour du monde botanique maintenant pour terminer ce grand JT? C'est le voyage entrepris par 80 passionnés en plein cœur de Brest. Grâce au budget participatif attribué par la métropole, ces jardiniers bénévoles plantent depuis 1 an des espèces venues des 4 coins du monde pour constituer un extraordinaire jardin de 7000 m² au pied du port de commerce. Car oui, absolument tout peut pousser à Brest, comme nous l'explique Pauline Ferco de la chaîne TBO et TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Depuis 35 ans, Jacques consacre son temps libre à son jardin en plein cœur de Brest. Ce grand voyageur, passionné de plantes exotiques, a établi la preuve vivante que sous le climat brestois, tout pousse. Ce sujet a 25 ans environ. Je l'ai planté, il faisait 80 cm de haut. Même les agrumes, preuve en est ce citronnier. Cet arbre-là produit, après 25 ans de pleine terre, il produit une 50aine de kilos par an. Et c'est excellent en confiture.
Une passion qu'il n'est pas seul à partager à Brest, puisqu'avec d'autres botanistes passionnés, ils ont décroché en 2019 le premier prix du budget participatif de la ville pour développer un jardin extraordinaire. Des plantes venant d'Australie, du Mexique, d'Afrique du Sud, d'Asie. En fait, toutes les plantes ici s'acclimatent. Beaucoup sont des dons et 80 bénévoles se relaient chaque semaine pour défricher, désherber, planter, tailler et même escalader. Étant ancien alpiniste et escaladeur, donc ça me donne certains avantages pour aller sur les falaises ici. Je suis amateur de plantes succulentes principalement et puis de plantes en général, donc en fait j'arrive à relier l'ensemble de choses qui me plaisent. Une diversité botanique qui est un vrai plus pour la biodiversité en ville. Quand on est arrivé sur ce site, il ne poussait quasiment que des plantes dites invasives. Là, depuis que nous avons planté donc 500 espèces, ce qui représente à peu près 1500 plantes, forcément, il y aura beaucoup plus de floraison et surtout en fait, réparties sur toute l'année. Donc c'est une aubaine pour les insectes pollinisateurs puisqu'ils auront à manger toute l'année en fait. Après 18 mois de plantation, le jardin prend forme et couleur, il ouvre ses portes au public aux grandes occasions et ressemblera sûrement un jour à l'extraordinaire jardin de Jacques. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir à tous, à très vite.